finir, donc là, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, il y a peut-être un peu deux catégories de marques. Peut-être celles qui se lancent et puis celles justement qui veulent un peu passer, qui sont en train de scaler, et qui veulent passer au next level. Du coup, j'imagine que c'est des approches qui sont totalement différentes à plein d'égards. Est-ce que toi, tu aurais, pour finir, 2-3 petits conseils par rapport à ton expertise? Donc, d'un côté, pour une marque qui se lance, et puis ensuite, pour une marque, justement, qui passe à l'échelle, justement. Pour les marques qui se lancent, je leur conseillerais de tester vraiment un maximum sur la partie créa ads, en tout cas, un maximum de formats différents, et pour vraiment trouver ceux qui vont fonctionner le mieux. La creative stratégie, elle intervient justement plutôt dans la deuxième typologie de marques qui scale et qui ont besoin de poser vraiment une direction et avoir des insights beaucoup plus granulaires sur ce qui va fonctionner, sur des angles d'accroche beaucoup plus précis et quantifiables. Donc ce que je conseille d'ailleurs aux clients, tu veux qu'on attende 2 secondes? Ouais. A few moments later. Bon, je crois qu'on est pas mal. Désolé, C'était hyper intéressant ce que tu nous racontais. Non, du coup, ce que je conseillerais à une marque qui se lance, c'est vraiment d'envisager tous les possibles avec le moins de préjugés possible, même si ça peut paraître compliqué sur un démarrage justement où on travaille son univers de marque de façon très précise. On n'a pas encore de certitude, mais on établit des grandes directions. Il faut, je pense, se laisser quand même une marge de manœuvre sur la partie ads. Le gros avantage de la publicité, c'est qu'elle peut aussi se couper beaucoup plus rapidement, enfin instantanément en fait, versus des posts en organique, versus un email. Donc il faut aussi sur ce canal-là, je pense, se laisser plus de flexibilité. C'est vrai. Et sur justement un acteur qui est plus établi, qui commence à scaler ses budgets, tester encore plus de formats complémentaires, itérer sur ceux qui fonctionnent le bien, c'est-à-dire sur une créa qui fonctionne bien, la découper son architecture pour être en mesure de la dupliquer avec un autre créateur, avec s'il y a un format qui fonctionne bien, on n'a pas beaucoup parlé, c'est le Facecam fondateur, qui est accessible à tous les e-commerçants, à partir du moment où ils sont d'accord de se mettre en scène et d'incarner leur marque. Mais c'est un contenu qui est très accessible. C'est un téléphone. C'est encore mieux si vous êtes dans la rue ou en marché. C'est Paul-Étienne d'Épicure qui fait ça hyper bien, je trouve, typiquement. Ça, c'est puissant. On accompagne plein de... French Mush, il y en a plein. Tout à fait, il y en a plein. Unbottle le font beaucoup aussi. C'est des formats qui sont, d'un point de vue production, accessibles, sur lesquels, justement, on peut découper les séquences, refaire un peu à souhait des tests pour voir ce qui marche le mieux. Et du coup, de le poser dans une stratégie créative qu'on vient prioriser selon les pains, les problématiques confrontées que les clients ont vis-à-vis de la marque, des gammes de produits et aussi des bénéfices et des caractéristiques. Ok, trop bien. Et ben écoute, pour des marques qui sont un petit peu perdues parfois dans tout ce monde-là, toutes ces apps, toutes ces solutions, typiquement une marque qui se lance, toi, ça serait quoi un peu, tu vois, les 4-5 conseils que tu pourrais lui donner pour justement lui éviter un petit peu de se perdre et puis quand même garder cette approche où on va pouvoir tester des choses, mettre en place rapidement et puis apprendre rapidement? Alors, c'est déjà de s'informer. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de contenu sur le e-commerce. Il y en a des très bons, il y en a des plus évasifs, mais il y en a vraiment des très bons. Je trouve par exemple que la newsletter de DNG, qui s'appelle Le Regard de DNG, est une newsletter qui est vraiment intéressante. Elle vient débunk un secteur d'activité. Celle notamment qui avait été faite sur, je crois que c'était secteur maison et intérieur, un truc comme ça. Très intéressante, notamment sur l'évolution d'IKEA et des tendances que IKEA va mettre en avant sur les 50 dernières années.
Donc c'est s'informer, c'est trier évidemment dans l'information, sinon pareil, faut une deuxième vie à côté. Mais écouter les podcasts, le podcast par exemple du panier de Laurent Kretz, pardon, est un très bon podcast. Je trouve très intéressant. Je te dis ça encore une fois, je suis mauvais élève parce que par exemple je ne lis aucun livre sur le business, je déteste ça. Mais ouais, s'il y a un podcast aujourd'hui que je noterais sur le e-commerce, c'est véritablement, en tout cas pour commencer et pour apprendre aussi des autres, parce que c'est ça hein, le rôle de Laurent avec son podcast, c'est d'interviewer des marques sur un pain, sur un succès et de le partager aux autres. Et quand tu es une marque qui arrive ou qui est en pleine évolution ou même simplement qui est en train de tout casser, le podcast de Laurent est vraiment intéressant. Donc ouais, le regard de DNG en termes de newsletter, c'est bien, le podcast de Laurent. Donc vraiment s'informer d'une manière générale, s'entourer de personnes. Pour moi, un conseil que je donne toujours, c'est s'entourer de personnes qui n'ont rien à voir avec ton business. Ah ouais. Quand tu arrives en tant que marque, c'est ton bébé. Tu as créé ta marque, c'est ton bébé, c'est ton produit, tu le connais par cœur. Le problème, c'est que quand tu t'attaches trop à ta marque et quand tu la connais trop par cœur, t'es plein de certitudes. Ouais, ton tunnel en fait. T'es dans ton tunnel et le jour où t'as quelqu'un qui vient te remettre un peu les idées au clair ou qui a envie de t'apporter un regard extérieur, tu vas te braquer. Tu te dis, ouais. il juge mon travail, il juge mon bébé. Non, c'est juste qu'en fait, ton bébé, entre guillemets, ta marque, tu la vends pas à toi. Tu la vends pas à des répliques de toi en tant que founder. Tu la vends au commun des mortels, tu la vends à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec toi en termes d'origine sociale, qui n'ont absolument rien à voir avec toi au niveau de l'âge, tout simplement. Hein. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est comment est-ce que tu t'entoures de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ton business, qui vont te challenger, évidemment toujours avec beaucoup de bienveillance, et qui vont t'expliquer en fait te donner un regard extérieur et te sortir de tes certitudes. Je pense que ça, c'est véritablement important aujourd'hui, c'est de ne pas avoir des certitudes. Ouais. D'avoir des convictions, c'est important, Ouais. mais pas d'avoir de certitudes. Ouais, c'est ça. D'essayer justement de faire un peu l'avocat du diable tout seul et se dire, ok, moi je suis convaincu de ça, viens, on va vérifier que ce que je pense, c'est Être tout une seul réalité, dans quoi. son coin, Ouais, non, c'est clair. Ça fait avancer les choses. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Ouais. Et tu le vois de toute façon, hein, les personnes qui sont vraiment solo, qui font, je le dis avec beaucoup de premier degré, mais qu'en font à leur tête, qu'à leur tête, en fait, au bout d'un moment, il y a un mur, quoi. Ouais, Il y a un clair. mur, parce que le monde, il est vaste, il est très hétérogène, et les personnes à qui tu t'adresses, auxquelles tu penses pas forcément t'adresser, elles ont plein d'attentes différentes, quoi. Ouais. Ok, donc ouais, en résumé, entourez-vous des meilleurs, prenez une office hour avec Paul Louis, ça va déjà débloquer pas mal de choses. C'est pas de la magie, hein, c'est pas de la magie. It's not magic, it's talent and sweet. Mais non, ouais, en fait, si tu as besoin de challenger, il y a plein de gens qui sont vraiment intéressants, avec qui tu peux discuter. Et même si tu n'as pas le temps, Grégory, par exemple, de Okara, te fait un... Okara, d'ailleurs, c'est Okara, j'en ai parlé avec lui la semaine dernière, a une très bonne newsletter sur une veille e-commerce aussi, que je trouve vraiment bien. Le format Substack est vraiment idéal parce que ça tombe dans tes mails, tu le sauvegardes pour plus tard, tu as envie de le lire, tu le lis, tu n'as pas envie, tu le lis pas. Donc ça, c'est intéressant. Et puis LinkedIn, LinkedIn est ton meilleur ami. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est là où tu apprends t'as les founders qui vont partager leur success story. Alors, peut-être parfois un peu trop de succès. Tu vois, par exemple, je pense à l'Amazona qui parlait beaucoup aussi de ses échecs. Je trouve ça intéressant. Léa Legendre de Cuisseau qui parle beaucoup de ses échecs aussi, qui dit parfois sur une vidéo TikTok, j'ai la flemme. Là, aujourd'hui, j'ai la flemme. Là, ce soir, je m'arrête à 16h parce que j'ai plus envie de bosser. Mais génial. Meuf, vas-y, quoi. Plus de contenu comme ça, s'il vous plaît. Ah ouais, de ouf, ça fait du bien. Et puis ça montre aussi quoi, les entrepreneurs sont des humains. Enfin, c'est clair. Alors, t'en as, tu te dis, c'est quand même tu peux te poser la question, est-ce que c'est pas une machine, mais non, enfin, c'est... Ouais. C'est un bon début, je pense. De me dire si t'en as ou pas. Des conseils, en fait, c'est un peu deux marques qui nous écoutent, de typologie d'entreprise, des marques qui vont vraiment se lancer et des marques, à l'inverse, qui sont en train de passer à l'étape d'après. Est-ce que toi, de ton expérience, tu vois des stratégies, des conseils, des choses directement activables que les marques de ces deux catégories-là pourraient activer? Ouais. Déjà, je dirais investissez dans le bas de votre funnel de conversion. Plus simple. Voilà.
C'est-à-dire que décomposez votre funnel global de A à Z. Regardez, ok, je dépense X en haut, je dépense Y au milieu, je dépense pas grand-chose à la fin. Regardez combien vous dépensez. Ok. Ça permet déjà de savoir, ok, peut-être que j'ai sous-investi à ce niveau-là et que je devrais mettre plus d'efforts là-dedans. Ou vice-versa. Mais c'est important de ne pas sous-estimer le passage à la caisse. En fait, finalement, si je fais une comparaison, c'est comme si demain tu ouvres une boutique. Tu as fait des campagnes dans le métro, tout le monde parle de toi, c'est génial. Tu as une boutique, elle est incroyable sur les Champs-Élysées ou pas. On se refuse à rien. Voilà, sur les Champs-Élysées, bon, c'est peut-être pas le meilleur quartier, allez, on va dire dans le Marais. T'as une belle boutique dans le Marais, ta boutique, elle est dingue, tes produits sont grave mis en avant, t'as des personnes qui te demandent Je sais ce que tu vas dire. Ouais, t'as des personnes qui demandent aux gens qui visitent la boutique, est-ce que vous cherchez votre taille? Bah oui, j'ai du 32, très bien, je vous l'amène tout de suite. Le gars est content de son produit et il arrive à la caisse. La caisse, elle est fermée, il y a personne pour acheter. On prend les chèques. Vous avez un chéquier sur vous? Voilà. Non mais c'est ça l'idée en fait. La comparaison, elle est conne, elle est volontairement conne, mais en gros, c'est un peu ça ce qui se passe en e-commerce. C'est image bien, je trouve, le truc. Ouais. Et parfois, je la tourne un peu différemment, la comparaison. Je dis, il y a 70% d'abandon de payé dans le e-commerce. Imagine-toi demain, chez Carrefour, tu es en train d'acheter ton pack de bière vendredi. Il y a 10 personnes en train de faire la queue à Carrefour. Il y a que 100 personnes, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes dans la queue. Il y a qu'une personne qui finit par acheter. Sur mobile, ça, par exemple. Pour faire la comparaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caissière, elle t'a demandé, excusez-moi, vous pouvez à l'entrée du magasin vous créer un compte? Excusez-moi, vous pouvez remplir ce formulaire-là parce que sinon je peux pas vous prendre la commande. C'est ridicule. C'est exactement ce qui se passe dans l'e-commerce. Si on avait une expérience d'achat qui te permettrait d'éviter d'entrer tes informations à chaque fois, d'entrer ta CB, de savoir qui tu es, parce que avec le digital, on sait qui tu es. On sait qui tu es. C'est une vérité. Donc, on pourrait réduire cette friction-là au niveau du checkout, diminuer la déperdition dans le funnel et accélérer véritablement les ventes des e-commerçants. Si seulement cette expérience elle existait, ce serait vraiment bien, mais je sais pas si elle existe. Ben, je sais pas non plus. Ouais. Je vais aller sur le checkout de With the New pour voir ce que ça me propose. Mais ouais, non, c'est bien d'imaginer, je trouve, comme ça. Et effectivement, c'est une réalité. En fait, c'est vraiment toute la thématique de l'expérience client au global, je pense, dans lesquelles sont vraiment en train d'investir les marques. Comme tu l'as dit, la fin de funnel, toute la partie, j'ai 15 000 outils aujourd'hui. Comment, en fait, je simplifie le truc, quoi. Ouais, fin de funnel. Deuxième conseil, c'est, alors, ça dépend des marques, hein. Toutes les marques n'ont pas d'équipe digitale ou d'équipe CRO internalisée. Mais en fait, c'est de prendre des décisions qui sont data-based. Ouais. Ça, c'est important. C'est super important. Faut pas que ce soit au doigt mouillé. Je teste cette solution. Ça t'apporte combien? Je sais pas. Non. Il faut vraiment savoir connaître ses métriques. Ouais. Pas tous les e-commerçants ne connaissent leurs métriques. Non, ouais, c'est ce que je me disais. Il y en a beaucoup. Rien à voir avec ton sujet, mais ouais, sur la feed. Combien vous rapporte votre outil de fidélité? Je sais pas. Bah, ok. Et du coup, c'est quoi le plan, quoi? Mais ouais, intéressant. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan, tu veux? Ok. Donc ça, c'est prendre des décisions qui sont quand même data-based. Faire des A/B tests, du coup, pour valider vraiment le truc. Je parle pas de Just, hein, je parle de façon globale. Ouais. Avoir une démarche assez data-driven. Ouais. 3, je dirais, c'est de vachement quand même diversifier les canaux d'acquisition. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ouais. Il n'y a pas que les ads. Et ça, je sais que tout le monde le dit depuis un an, mais toujours bon de le rappeler une autre fois. C'est aussi d'itérer sur son pricing. Ça, c'est hyper important. Si tu peux aller augmenter de quelques euros ton panier moyen. Faire des petits bundles, des choses comme ça. Des bundles, exactement. Un autre conseil que j'ai à donner, c'est évidemment d'investir dans ces programmes de fidélité. Je vous promets, c'est pas moi qui lui ai dit. Je vous promets, j'ai rien dit. Si, il me l'a dit. Tiens, vas-y, prends ton billet.
Non, mais en vrai, pourquoi? En fait, le nerf de la guerre de toute marque, c'est d'avoir une base de clients fidèles. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir rentabiliser tes campagnes d'acquisition. Tu vas peut-être pas la rentabiliser au premier achat, tu vas peut-être la rentabiliser au deuxième, troisième, quatrième Ouais. achat. Et d'un autre côté, un acheteur fidèle, c'est un acheteur qui va répandre de super choses sur ta marque. Ouais. Donc tu vas pouvoir, si tu vois les choses à long terme, tu vas pouvoir écraser ton CAC, parce Ouais. que tu vas avoir de la croissance organique via tes clients qui t'aiment bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est. Mais l'approche, le programme de fidélité, l'investissement dans la fidélité, c'est quelque chose. J'imagine, tu me dis si je dis n'importe quoi, qui a des résultats moyen terme, long terme. Totalement, ouais. Ça dépend un peu, mais parce que tu peux aussi faire de la rétroactivité. Typiquement, on a pas mal de marques de plus en plus qui sont en train de se digitaliser fortement et qui existent depuis des dizaines d'années. Et effectivement, eux, ils ont des grosses bases clients qu'ils ont presque jamais fidélisées. Donc là, il y a des trucs très sympas à faire. Quand tu vas lancer le programme de feed, tu as déjà X milliers de personnes qui ont des points et tu leur envoies un mail pour qu'ils puissent les utiliser. Et voilà, c'est du ROI direct. Mais tu as raison, sur le principe, c'est une démarche qui est sur du moyen long terme. Il faut vraiment laisser le temps que les choses se fassent. Ça dépend de ton repeat aussi. Si ton client il achète tous les 6 mois chez toi, tu vas pas voir la différence tout de suite. À l'inverse, voilà, ça peut être plus rapide si le taux de repeat est plus élevé. Mais ouais, totalement. Ouais. Je pense, en fait, le truc, j'ai l'impression, c'est que ces dernières années, c'était tellement facile d'aller chercher des nouveaux clients que les marques ont un peu délaissé, tu vois, leurs clients existants. Et en fait, c'est comme nous, tu vois, en tant que fondateur de boîte. En fait, tu sais que quand tu prends soin de tes clients, ça fait une vraie différence à la fin de la journée. On a tous les deux un modèle SaaS. Si tous les mois, il faut nos clients ne nous payent plus, tu vois, en abonnement, etc. Donc c'est différent sur du e-commerce. Mais en fait, c'est là où tu vois que la rétention, c'est vraiment, je trouve, le nerf de la guerre, quoi. Ça permet d'avoir des perspectives de croissance à long terme. Mm. Et j'ajoute une phrase, une base de clients solide vaut mieux qu'une base de visiteurs fragiles. Ouais, c'est très bonne punchline, ça. Voilà. Je vais peut-être te la belle piquer. punchline. Ouais. Avec plaisir. L'objectif de Loyoli, c'est évidemment d'accroître la rétention et la fidélité des consommateurs finaux, hein, pour les marchands. Et il y a une donnée qui va fortement t'intéresser, c'est qu'un repeat buyer, le taux de conversion d'un repeat buyer est 3 à 4 fois plus élevé. Ouais. Donc si demain on met du Loyoli, on met du Just ensemble, si on s'intègre, Ça fait des chocs à pic. ça fait des chocs épiques. Tu vois, moi, ce que je dis toujours quand on me dit c'est quoi tes conseils pour entreprendre, je dis il y en a 2. C'est se lancer et persévérer. Tu vois, c'est que ça. Parce qu'il y en a plein qui se lancent et qui abandonnent parce qu'ils pensent que ça va passer vite, etc. Mais en fait, ça ne va pas vite. Ouais, tu vois, c'est très très Surtout rare au de début, trouver quoi. 300 clients le premier mois, tu vois. Ça va pas vite, tu vois. Mais si tu es résilient et que tu t'accroches, ça finit toujours par marcher. Ouais. Est-ce que tu feras des milliards ou est-ce que tu feras juste des centaines de milliers? Ça, je peux pas te le dire. Mais tu finiras par pouvoir te nourrir tous les mois et pouvoir payer ton équipe si tu tiens assez longtemps. Ouais, c'est vrai. Et justement, ouais, donc tu vois, ça m'amène à la question un peu pour clôturer l'épisode. Justement, c'est toi, ça serait quoi un peu des conseils pour une marque qui se lance typiquement, à part celui que tu viens de donner. Et même question pour une marque, tu vois, qui est plutôt à l'image de celle que tu décrivais tout à l'heure, qui est plutôt à l'étape de scale, tu vois, qui veut vraiment passer, je sais pas, de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'imagine que c'est deux approches Ça n'a rien à voir. totalement différentes. Ouais. Ça n'a rien à voir. Déjà, ils n'ont pas les mêmes équipes, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes budgets. Donc, tu peux pas comparer. Franchement, pour pas trop me répéter, mais pour les petites, c'est vraiment focus-toi sur l'offre, tu vois. Genre, il y a que ça qui compte, il y a que ça qui va faire que tu vas pouvoir à un moment trouver ton public, faire en sorte que les gens ils apprécient ton produit, que ce soit un plaisir d'acheter ton produit, etc. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner. Le conseil que je peux donner à celui qui veut passer de 10 millions à 100 millions, c'est de m'appeler. Parce que ça m'intéresse. Je pense qu'on va avoir des trucs à faire et à tester.
parce que On va mettre ton 06, ouais, c'est ça. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'avais fait, je crois, passer de 500 000 à 10 millions, mais de 10 millions à 100 millions, il y a pas mal de choses à faire. En fait, souvent, le 10 millions à 100 millions, souvent, il y a un vrai élargissement de gamme. C'est quand même très très rare de garder la même gamme de 10 à 100 millions, tu vois. Il y a souvent un vrai travail sur le produit, sur la gamme, etc. Mais après, il y a tous ces canaux d'acquisition à mettre en place. Tu vois, moi, je fais pas l'acquisition en tant que telle, mais toute la conversion de cette acquisition. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, quoi, tu vois. Genre, nous, aujourd'hui, on s'éclate avec, tu vois, de rétention, exactement. C'est la clé aussi d'être capable de... Parce qu'en fait, quand tu arrives à bien convertir quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de le garder longtemps, tu vois, et de lui mettre, tu vois, parce que si tu arrives à bien le convertir, personne, c'est que tu as la bonne personne. Et donc, si demain, tu lui dis, tu mets un loyoli, tu lui demandes justement, tu vois, de partager sur les réseaux, de créer du contenu, de faire un UGC, etc., ce sera beaucoup plus enclin. Moi, il y a des marques pour qui, si on me demandait de faire des UGC, je les ferais peut-être. Et il y en a plein d'autres pour qui je les ferais pas. Parce que j'ai acheté un peu parce que j'étais obligé, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, ou j'en sais rien, quoi, tu vois. Mais tu vois, il y a un niveau d'engagement vis-à-vis de certains achats et pas d'autres. Et donc, plus tu vas bien convertir, plus ça veut dire que les gens, ils sont vraiment intéressés pour ton produit, plus ce sera facile de les garder longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la clé. C'est pas d'utiliser des hacks un peu pourris, de cacher des trucs, non, ça ne marche pas sur le long terme, tu vois. Les dropshippers, ils font ça, tu vois. Mais quand tu veux monter, mais pourquoi pas, tu vois. Eux, sauf qu'ils savent que leur business, il va tenir 6 mois, 1 an, et que dans 1 an, ils relancent autre chose. C'est une autre mentalité, tu vois. Si tu veux vraiment construire. Le long terme, c'est pas dans le long terme, mais c'est complètement assumé. Et pourquoi pas, tu vois. Genre, chacun sa philosophie de marque. Tu vois, moi, j'ai pas de jugement moral là-dessus. Si par contre, tu veux construire une marque sur le long terme qui soit pérenne, avec un vrai branding, etc., ne fais pas ça. Tu vois, fais en sorte de convertir parce que les gens ont envie d'acheter ton produit. Et ça change tout. Ouais. Tu vois. Je trouve que c'est une belle...